Et sans plus attendre. Alors vous allez vous taper le placement de produit quand même, parce que je l'ai monté, j'en suis content. Du coup, vous y avez le droit quand même, n'est-ce pas? Norpass m'a encore soudoyé. Désolé. Light. Je suis bloqué à cette porte. Comme vous-même vous l'êtes devant ce site qui vous refuse son Pour accès. Norpass, ça faisait longtemps. Une majuscule ou un chiffre obligatoire. Un caractère spécial ici mais interdit par là. Au moins 8 chiffres, mais pas plus de tout sur ce site. Nicht mehr als 12. Je deviens fou. J'en brûlerai le Reichstag. Bonsoir. Si seulement j'avais utilisé le code Linguisticae ou cliqué sur le lien en description pour me prendre un abonnement Norpass. Qui se souvient des mots de passe chiants et t'en génère même pour que ce soit plus sûr. La musique est catchy, hein. Zu sein. Zu leben. En plus, il chiffre les données stockées pour pas que tu te fasses niquer. Il suffit de faire comme sur cette capture d'écran, c'est pourtant si simple. Je sais que je vous ai convaincu. Bientôt fini. Avec le code Linguisticae, 74% sur l'abonnement de 2 ans évidemment. Et 4 mois gratuits évidemment. Offre limitée évidemment. Perso, j'ai oublié Norpass qui m'a le mot de toujours passe pas, pour les sites adultes. Désormais, je les ai même sur mon téléphone et à distance. Ma carte bancaire est aussi enregistrée, je peux commander plein de trucs. La vie privée, tout ça, hein. Enfin bon, on n'est pas là non plus pour en parler, faites votre vie, quoi. Enfin, chacun son utilité, hein. Norpass.com/linguisticae. Alors que Norpass quand même a oublié de m'activer mon compte premium, donc j'ai toujours pas le Norpass premium, hein. C'est littéralement ce que je vends, et ils me l'ont toujours pas donné. Ils me l'avaient donné à l'époque, mais après mon abonnement il a sauté au bout d'un an, quoi. Bon. Avec des gens qui ne parlent pas votre langue, mais avec qui vous devez avoir des contacts pour le commerce, par exemple, vous devez développer ce qu'on appelle un sabir. Un sabir, c'est une langue mélangée qui n'est jamais la langue maternelle de personne. On a souvent un lexique partiel, une grammaire rudimentaire, et c'est adapté aux besoins immédiats. Et puis, si elle vient à être utilisée de plus en plus, elle peut évoluer vers un pidgin, et si elle vient à devenir la langue maternelle d'une population, on parle alors de créole. La plupart du temps, dans l'histoire, les créoles sont nés d'une communauté africaine nombreuse, parlant une ou plusieurs langues, mais soumise par une minorité européenne. On obtient alors des créoles à base française, des créoles à base anglaise, portugaise, et on peut y retrouver certaines caractéristiques connues. Mais l'histoire a fourni des exemples plus atypiques. Certains, on peut le dire, sortent vraiment de l'espace, quoi. Vraiment, si moi je voulais inventer un truc aussi perché, j'y arriverais pas. Par exemple, je sais pas, tiens, si on prend du basque et de l'islandais, on obtient quoi? Ah, on est déjà au courant. L'histoire a déjà produit ce genre de synergie improbable. Le son est faible d'un coup, pourtant j'ai mis un limiteur et un compresseur. Ah, autant pour moi. Putain. Au XVIIe siècle, les pêcheurs basques n'hésitaient pas à faire de la route pour choper de la faune marine, notamment quand il s'agissait de chasser la baleine. Surtout depuis que le roi d'Espagne leur interdit de faire cette activité Ouais, c'est bizarre. dans le golfe de Gascogne, puisqu'elles viennent à manquer et qu'il faut renouveler les stocks. Ils partent alors vers la mer du Nord, et en allant jusqu'au... Et ben vous aurez le débrief de la vidéo avant que la vidéo sorte, parce que la vidéo du coup sortira demain matin. Probablement. Dans les fjords de l'Ouest, les baleiniers basques rentrent en contact avec la population islandaise locale et établissent alors un contact commercial, qui n'est pas toujours pacifique d'ailleurs. Grâce aux témoignages des Islandais, on sait alors que les Basques chassaient entre l'Islande et le Groenland depuis le XVe siècle au moins. Plusieurs glossaires nous sont parvenus, la plupart ont l'air de montrer que les mots étaient surtout d'origine basque, parfois espagnol, français ou anglais. À savoir que beaucoup de mots ont un rapport avec le commerce. For you, Malagisuna. Christ Maria presenta for me Balia, for me presenta for you Bustana. Mais une certaine quantité des mots de la liste relève plutôt de... des insultes. Pas mal, ouais, pas mal d'insultes. Sikuta Samaria, Kakayarinsat, Fenicha for you. Dans une phrase comme Christ Maria presenta for me Balia, for me presenta for you Bustana, c'est compliqué un peu, hein. Un peu redondant, on se hein. rend alors compte qu'il n'y a pas d'article ni de déterminant, tous les verbes sont conjugués au même temps, et le lexique est de multiples origines. Et en fait, et ça c'est la particularité du basco-islandais, quand j'ai voulu faire une vidéo là-dessus, il n'y a pas de très grosse vidéo à faire, en fait, c'est pour ça d'ailleurs que c'est une vidéo un peu patchwork, parce qu'en réalité, le créole basco-islandais,
Il n'y a pas beaucoup d'islandais quand même dedans, qu'on se le dise. Hein. Il y a beaucoup d'autres langues que les Islandais parlaient ou non d'ailleurs, ou comprenaient ou non d'ailleurs. Voilà, bon, l'allemand et l'anglais, ça tombe pas très loin de ce qu'ils sont en capacité de comprendre parce qu'ils parlent une langue germanique et que voilà, mais c'est vrai que bon, c'est quand même pas super élaboré comme Pidgin. Hein. Attends, parce que ça va, parce que j'imagine pas si les Basques, genre, avaient été au Canada, là, pour s'acoquiner avec des Amérindiens. Ça aurait pu être pire, hein. Non. 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 Caméraman bourré. Quitte à aller chercher des baleines, autant aller jusqu'au Canada. Les Basques y ont fait du commerce avec plusieurs tribus d'origine algonquienne, comme les Micmacs et les Montagnais, ou encore les Iroquois. Ils installent même plusieurs campements dès le XVIe siècle, notamment à Baie-Rouge, aujourd'hui appelée Red Bay, et ils pêchent la morue dans le... Oh là, il y a une frame aussi qui saute. Bah c'est bien, je fais un petit check-up là. Putain, j'avais vérifié pourtant tout à l'heure, mais bon, comme quoi quand tu vérifies des fois, ça te passe à travers. Hein. Ça te passe au-dessus, hein. C'est chiant, hein. C'est un peu chiant. Dans le golfe du Saint-Laurent, et plus spécifiquement dans les détroits. Du contact avec les locaux est donc né le pidgin basco-algonquin, dont on sait que le premier noir au Canada, Mathieu d'Acosta, était l'un des locuteurs. Mais il nous reste pas grand-chose à part des témoignages de cette histoire assez originale quand même. On sait que les Algonquins de la région saluaient les Français en les appelant Normandia, soit Normandie. Une salutation qui est... qui est quand même un peu particulière. Il y a vraiment une tribu qui s'appelait les Micmacs, oui bien sûr. Complètement, en un seul mot. Les Micmacs, les Montagnais, les Ottaouais. Non, non, c'est pas les Ottaouais, les Ottaouais, je sais plus, enfin le truc a donné le nom à Ottawa aussi. Et en disant Anya, soit un mot d'origine basque qui veut dire frère, ce qui avait dû en troubler quelques-uns à l'époque. Les Outaouais, voilà. On trouvait aussi de la réduplication, c'est-à-dire la répétition d'un même mot pour insister. Gara gara enderqui, gara gara. Ça devait être sympa la région. Gara gara, la guerre. C'est quand même un peu fou ces histoires, hein. Du coup là j'imagine bien, je sais pas, des Russes qui font du commerce avec des Norvégiens, et du coup on se trouve avec des petits blonds qui disent courva, ou qui squattent devant les supermarchés de Scandinavie. Dis-moi que je viens d'inventer tout ça. Hein. La fin est probablement impossible, mais par contre des Norvégiens qui parlent avec des Russes et qui font une langue hybride, qu'on appellerait par exemple le russe norsk, ben ça a existé sur la péninsule de Kola et sur l'île du Spitzberg, et là encore pour la pêche notamment. Elle était courante au XVIIIe et XIXe siècle et comportait grosso modo autant de mots russes que de mots norvégiens, le tout saupoudré d'allemand, de français, de suédois et d'anglais. Kaksprek, moye, niet, forsto, moya, fisk, kopon. La grammaire est essentiellement germanique, donc norvégienne, mais avec tout un tas de particularismes propres. Par exemple, la préposition po servait à tout. Elle voulait dire à, sur, dans, derrière, il y a, vers. Donc là, c'est une proposition qu'on trouve dans les langues scandinaves. Hein. Évidemment. C'était pratique. L'île du Spitzberg, c'est un autre nom de l'île de Svalbard. En fait, c'est une partie de Svalbard, Spitzberg. En russe norsk, la plupart des verbes finissaient en homme, sans qu'on sache trop pourquoi. La profession et la nationalité se notaient avec le suffixe man, qui signifie homme, et là aussi, on trouve pas mal de réduplications. Ça va, russe, norvégien, c'est pas encore trop éloigné. Imagine si ça avait été de l'autre côté du pays, genre du russe et du chinois. Ce serait trop bizarre, non? Évidemment. Bah, évidemment que ça existait, du coup. Bien sûr, on y a eu le droit, à la même époque, dans les mêmes conditions. Comme le chinois a une phonologie très différente du russe, c'était essentiellement des mots russes transformés pour être prononçables par des Chinois. On appelait alors se parler le pidgin de Kiarta. Proshu, Poroshu. Sanse, Solanitse. Donc en fait, c'est des adaptations phonétiques, en fait. Hein. Tout simplement. Ce pidgin n'avait ni genre, ni pluriel, ni cas grammatical, ni conjugaison. On ne sait pas si c'est parce que c'était sa condition de pidgin ou de sabir, ou bien parce que c'était des choses qu'on trouve aussi, notamment en chinois. Mais avec le temps, avant qu'il disparaisse, un système de temps verbal était apparu. Ça va. Donc c'est des langues qui disparaissent hein, très souvent. En fait, en gros, les sabirs et les pidgins sont des créoles qui n'ont jamais réussi. On peut le formuler un peu comme ça, c'est-à-dire ça n'a jamais marché, ça disparaît, ça part dans la nature. Et là, très clairement, a priori de ce que j'ai lu, hein,
c'est qu'on constatait quand même qu'il y avait une évolution donc avec l'émergence de particularismes grammaticaux-propres, etc. Pas encore, en fait, quand on y pense, parce que ça aurait pu être pire, ils auraient pu aller jusqu'en Alaska, parce qu'ils étaient en Alaska, les Russes. Hein, bon. Ils ont rien fait. On est d'accord. Il existe un pidgin, ou peut-être même devenu un créole désormais, qui mélange le russe et l'aléoute sur les îles de Copper à Bering. Il y a deux choses surprenantes dans cette langue. Les noms viennent de l'aléoute, mais les verbes viennent du russe. Et surtout, il est encore parlé aujourd'hui, même si ça sent le début de la fin quand même, un peu avec leurs 350 locuteurs à peine là. Surtout que là, quand même, s'il y a 10% des langues du siècle dernier qui survivent au siècle prochain, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Donc va falloir s'accrocher quand même. Quoi qu'il en soit, à la base ce créole était parlé en Alaska, mais la population a été déplacée dans les années 70. Ce genre de langues mélangées et incomplètes ont été effectivement très courants dans les zones d'échange entre cultures différentes. Tous les ports de la mer Méditerranée connaissaient une langue mélangée commune durant le Moyen-Âge et la Renaissance, et on en a eu également beaucoup en Amérique durant la colonisation. Certaines se sont constituées en véritables langues indépendantes, des créoles, comme le méchif au Canada qui est à l'origine un mélange de cri et de français. C'est très perturbant à voir, hein, le méchif. Le méchif serait encore parlé, mais là aussi par moins de 2000 personnes, et là aussi ça sent la fin quand même un peu. Aujourd'hui, on a beau être 7 milliards sur Terre, et de plus en plus d'ailleurs, c'est de plus en plus rare de voir des pidgins émerger, puisque les contacts sont directement établis via une langue tierce, de plus en plus l'anglais d'ailleurs, mais ça peut être aussi via une langue locale ou une langue nationale, comme le russe ou le chinois. Cependant, on a quelques exemples qui datent du 19e ou du 20e siècle. Le cocoliche, par exemple, est de cela, c'est un pidgin italo-espagnol apparu en Argentine et en Uruguay après les grosses migrations italiennes. Celui-ci a évolué, s'est mélangé avec le lunfardo dans les années 1970, un mot qui à l'origine veut dire lombard, soit italien du Nord, et qui désignait alors un argot d'origine italienne ayant cours en Amérique du Sud. Aujourd'hui, l'espagnol argentin a absorbé de nombreux mots qui en proviennent. Vous parlez de créole, j'aimerais beaucoup le faire, et c'est quelque chose qui est beaucoup demandé, notamment de la part des gens qui regardent ces vidéos depuis les dom-toms. Pour cela, le créole de la Réunion n'est pas le créole de la Martinique, ce n'est pas le créole haïtien non plus. Mais faire une vidéo sur le créole, ou faire une vidéo sur les créoles, c'est finalement faire une vidéo sur quelque chose qui était un bordel sans nom, désorganisé, et qui devient une langue entière et constituée avec sa propre grammaire, évidemment ses propres difficultés, et c'est pas du tout facile, et ça implique tout un tas de choses sur le plan linguistique et sur le plan social. Bref, on verra, j'aimerais beaucoup aller sur zone pour faire ce genre de vidéo, avec des vrais locuteurs, rencontrer les personnes, l'histoire, la région, on verra, hein, parce que ça coûte cher. Évidemment, quoi qu'il en soit, YouTube, abonnement, tweet. Là, c'est la fin. C'est une petite vidéo. Moi, je vous avais dit, c'est une vidéo sans prétention. Voilà. Et déjà, je peux répondre à une question qui a été posée. Putain, je suis vraiment... c'est pas du franglais, un pidgin. Le franglais n'est pas un pidgin. Le franglais, ce qu'on désigne comme du franglais, c'est en réalité du français avec des emprunts de l'anglais. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. Les Antilles, en ce moment, c'est compliqué. Oui, non, mais la Réunion aussi, hein, d'ailleurs. Un petit peu aux institutions locales, oui, bon. Ce qui ne sert souvent pas à grand-chose, hein. On va pas se mentir. Donc, c'est pas une grosse vidéo, c'est vraiment une petite vidéo. C'est pas une vidéo, c'est une vidéo un peu d'introduction à des choses que vous ne connaissiez peut-être pas, mais qui ne sont pas très connues, hein, tout simplement. Mais qui ne sont pas très approfondies non plus, parce que c'est super dur d'approfondir sur des choses où les connaissances, elles sont parcellaires. C'est-à-dire que tout le monde en linguistique sait que quand tu étudies la linguistique, un peu les langues, etc., tu sais que le russe-norsk, ça a existé. Tu sais que le ceci ou le cela, ça a existé. Après, avoir des traces écrites de ce qui a vraiment existé, souvent, bon... D'ailleurs, pour ça, cette vidéo-là, essentiellement, la plupart des choses que vous allez... qui sont abordées sont des choses qu'on va trouver sur le Wikipédia anglais ou le Wikipédia allemand. Wikipédia français un peu aussi, puisqu'en fait Wikipédia centralise déjà toutes les informations que l'on peut trouver de manière relativement accessible. Le reste, je ne sais, j'ai aucune idée d'où le trouver ou si ça se trouve. Je sais pas s'il y a des thèses ou des mémoires qui ont été faites sur ce genre de trucs. J'ai l'impression que c'est difficile puisque par essence, un sabir ou un pidgin, c'est une langue un peu instantanée, c'est-à-dire que c'est un contexte spécifique qui fait que de manière très spécifique, à tel moment spécifique, dans telle profession spécifique, dans telle zone géographique spécifique, des gens vont se mettre à mélanger leurs langues pour essayer de communiquer les uns avec les autres. Et donc, souvent ce qui se passe, c'est que c'est très limité dans le temps, c'est essentiellement de l'oral, il y a très peu d'écrits. L'écrit, les attestations écrites sont pas forcément... En fait, on atteste que ça existe
sans attester comment ça existe, quelle forme ça a. Ça, c'est, par exemple, c'est le cas d'ailleurs très souvent. Les gens savent quand les autres ne parlent pas leur langue, ou que alors qu'ils la parlent d'une manière particulière, ça ils vont le dire. Mais quand il s'agit de décrire à quoi ressemble cette langue et comment elle est constituée, bah là il n'y a plus personne, parce que c'est pas leur boulot et c'est super dur à faire. Donc voilà, donc c'est effectivement, là actuellement, il n'y a pas de source en description. Je vais juste renvoyer vers les articles Wikipédia, puisqu'en réalité, vous ne trouverez pas grand-chose de plus. Sur le Koliché plus, déjà, bien sûr, parce que c'est plus récent et le contexte est différent. Quoique, bon. Sur le basco-islandais, il y a, je crois, une liste de vocabulaire qui a été retrouvée une fois, quoi. C'est tout, quoi. Après, on sait que ça existe, hein. On sait que ça existe, on sait que les Basques, ils ont été pêchés là-bas, etc. Comme on sait aussi qu'il y a des Français qui ont été au Pays Basque. Il y a un village là où ils ont un musée où il y avait des pêcheurs bretons ou normands qui allaient en Islande aussi. Du coup, il y a quelques noms locaux qui sont français, quelques emprunts, genre de trucs. Et c'est évidemment super compliqué. Et puis là, aller chercher, comment dire, l'histoire des gens qui parlent le basco-algonquin. Étant donné que les Basques, là, ceux qui sont partis c'était très spécifique. Ceux qui étaient là, sur les côtes et qui parlaient avec les Basques, on les a bien dézingués entre-temps. Maintenant, il n'y a plus que des Blancs qui y habitent. L'algonquin, il fait quand même un peu la gueule. Hein. Donc bon, c'est compliqué. Est-ce qu'un pidgin fait d'une langue A et B, et en plus l'anglais est possible dans l'absolu? Bah, c'est dur à dire, hein. Après, les pidgins sont jamais purs, c'est jamais une langue plus une langue, c'est toujours une langue plus plein de mots d'autres langues. Mais souvent, si jamais les gens maîtrisent assez une langue en commun, il va pas avoir de pidgin nécessaire. Tout simplement. Ça touche toutes les couches de la population ou c'est quelque chose de plutôt réservé au prolétariat? C'est pas une question de prolétariat ou pas, c'est une question de contexte professionnel pour le coup. Les gens qui parlaient ce qu'on appelait régulièrement la lingua franca au Moyen-Âge, ou le sapir, ou la langue des ports, etc. Enfin, il y a plusieurs noms. C'est des gens qui étaient marins, hein, beaucoup. Hein. Beaucoup des gens qui étaient marins, de là ou des commerçants qui faisaient du commerce maritime. De là, est-ce que c'était des prolétaires ou des bourgeois? Ça va être difficile à dire. Il y a aussi bien des pêcheurs que des transporteurs de marchandises. Il y a un peu de tout. Pour le coup, la nécessité absolue, c'est surtout de communiquer avec des gens dans le port dans lequel tu arrives, eux-mêmes qui puissent communiquer dans les ports dans lesquels ils vont, etc. Pas mal de projets conlangue pidgin passés en vrai. Et sans doute le seul contexte il est encore favorable. Ouais, mais dans ce cas-là, si c'est une conlangue pidgin, j'ai pas envie de dire que c'est intellectualisé comme truc, mais est-ce que c'est vraiment du coup une conlangue ou un pidgin? Parce que les deux sont compatibles. Est-ce que quand tu crées une conlangue et qu'elle est un minimum constitué, est-ce que t'as pas déjà fait un créole quelque part? Parce que finalement, le créole, c'est le pidgin qui a réussi. Hein. Un pidgin qui fonctionne, c'est du créole. TikTok, VO. Alors attendez, je vais juste mettre un peu de musique. Voilà. Pidgin plate plus catalan. Ah non, mais après il y a des langues. Alors j'ai pas tout listé. Faut savoir qu'il y a des trucs qui sont arrivés. J'avais écrit un article sur mon blog à l'époque où mon blog existait encore. Un des premiers articles que j'ai écrit. J'ai pas retrouvé l'article de presse en question. C'est dommage, c'est pour ça que j'en parle pas directement dans la vidéo. Mais il y a des chercheurs, des anthropologues et des linguistes. Peut-être bien les deux. Je crois que c'est 2 ou 3 personnes. Peut-être qu'ils étaient les deux, ou alors il y en avait un qui était l'un, un qui était l'autre, je ne sais plus exactement. Qui sont allés faire de la recherche sur une population spécifique autochtone d'Alaska. Et ils ont trouvé un bled, etc. Et ils y sont allés. Donc c'était des Russes, hein, les mecs. Je crois que c'était les Russes, peut-être des Américains. Peut-être les deux. Enfin, bon, on s'en fout. Ils parlaient russe, en tout cas, c'est quasi sûr. Ils se pointent dans un village. Et là, ils se rendent compte que la moitié de la population, en fait,
ils sont plutôt blancs et ils parlent quelque chose qui ressemble à du russe. Et en fait, ils se rendent compte que, en gros, c'est des colons russes partis pour l'Alaska qui ne sont jamais repartis. Ils se sont foutus dans un village avec des autochtones et ils ont développé dans leur village, en l'espace de 3-4 générations, une langue, un créole, une langue qui mélange aussi bien du russe que les langues locales, quoi. Et ça, c'est assez incroyable que tu te dis, tu t'arrives à retrouver des mecs 100 ans après, ils sont là, ils font leur vie, ils font leur vie dans la neige. Donc ce genre de choses, c'est assez fou, je trouve. Et il y a des cas un peu chelous, hein, comme ça aussi, où il y a des langues qui sont pas vraiment du pidgin ni du créole. Mais il y a pas mal de communautés allemandes qui sont parties, par exemple, en Amérique du Sud, ou des communautés galloises, etc., machin. Et c'est-à-dire que maintenant, il y a, par exemple, une variante du dialecte alsacien parlé au Brésil, qui est rempli de portugais. Parce que c'est des mecs qui étaient partis d'Alsace, s'installer dans un village, enfin faire leur propre village au Brésil, et leur langue a évolué et a beaucoup emprunté. Et il y a aussi le cas, surtout le cas d'un village, enfin désormais c'est une ville au Venezuela, où c'était les Allemands qui parlaient l'alémanique, qui parlaient un dialecte alémanique qui venait de la... Je sais plus de quelle région ils venaient. Je crois qu'ils parlaient même Souabe à l'origine. Donc ils sont de la Forêt Noire, dans la zone de la Forêt Noire. Et qui sont partis s'installer au Venezuela. Et à l'époque où le Venezuela avait du mal à recruter des colons et ont accepté en gros de recruter des colons étrangers qui ne parlaient pas espagnol. Et ils leur ont même donné le droit de parler allemand jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'ils avaient le droit de continuer à parler allemand, etc. Blablabla. Et aujourd'hui, du coup, cette langue s'est maintenue en partie, même si elle se casse la gueule. Et je sais que c'est un village qui est très étudié parce que il y a eu beaucoup... C'est une communauté religieuse à la base, je crois. Et il y a beaucoup de consanguinité. Donc du coup, je crois que c'est un village qui est étudié notamment pour ça. Cette population, elle est étudiée pour ça. Pour quelles raisons, en fait, alors qu'ils étaient vraiment entourés de colons, de Vénézuéliens, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas vraiment mélangés et comment ils ont fait au niveau des stratégies de reproduction pour maintenir leur communauté, etc. J'ai lu ça il y a quelques jours, c'était assez intéressant. On pourrait imaginer un pidgin entre modalités, par exemple français plus LSF. J'ai déjà vu les gens faire les deux en même temps. Mais en vrai, le geste a du sens. Hein. On dit souvent les Italiens parlent avec les mains, mais moi j'ai été en Italie, j'ai vécu pendant 8 ans avec quelqu'un qui parlait italien et qui était italienne. J'ai appris plein de choses à faire. Il y a plein de choses que tu fais avec les gestes au lieu de parler. Truc très con, genre ça pour dire que c'est bon. Ça pour dire... non, c'est comment? Non, ça pour dire bé. Bé. Des gestes un peu comme ça à la con. Je sais plus, il y a des trucs comme ça. Je sais plus, un truc comme ça là. Je sais plus ça veut pas dire je m'en vais, mais c'est. Je sais plus ce que ça veut dire. Enfin. Donc il y a des trucs, hein. Il y a des trucs qui ça fait partie de la langue, hein, en réalité. Ça fait partie de la langue, hein. Bonjour. Du coup, la vidéo, je modifierai le son, là, les problèmes de son. Et je la re-uploaderai et elle sortira demain matin. En ce moment, je tente de sortir les vidéos le matin. C'est l'existe une sorte de pidgin où on fusionne les langues, mais aussi les systèmes d'écriture. Alors, des systèmes d'écriture croisés, il en existe, pour des raisons très spécifiques. Par exemple, la vidéo elle dure une dizaine de minutes. Par exemple, ça c'est des conventions de linguistes. Mais les langues... Alors déjà, il faut savoir juste que par exemple en Afrique, ça se fait beaucoup pour noter les langues africaines. Comme l'alphabet latin est très peu adapté pour pas mal de phonologie, etc. C'est très courant qu'ils prennent des lettres qui retournent. J'ai une vidéo sur l'alphabet qui sort, je crois que ça doit être la prochaine ou celle d'encore après. Soit des lettres qu'ils retournent, soit des lettres qui prennent du grec ou du cyrillique. Et ils l'intègrent dans leur alphabet.
Ça existe, déjà. Faut le savoir. Le japonais, non. Le japonais, c'est pas pareil. Le japonais, c'est pas les mêmes conditions. Japonais, tout vient du même système d'écriture. C'est juste... c'est plusieurs systèmes d'écriture croisés, mais c'est pas emprunté à d'autres. Tout vient de la même source, entre guillemets. Par contre, en linguistique, quand on note une langue qui s'appelle l'avestique, le vieil avestique notamment, qui est la langue sacrée des Zoroastriens, qui était parlée dans le sud-est de l'Inde durant l'Antiquité, il se trouve effectivement qu'on utilise plusieurs systèmes d'écriture croisés. Enfin, du coup, ça fait un système en tant que tel. Hein. On note une partie des consonnes avec les symboles grecs, tout ce qui est les fricatives. Donc le th, le the, le he, le gamma tel qu'il est prononcé aujourd'hui, etc. Ça on note en grec. Tout simplement parce qu'en fait on note directement avec la prononciation associée dans l'alphabet phonétique international. Ce qui fait du coup que c'est extrêmement dépaysant quelque part, et c'est un peu chiant d'écrire. Il faut un clavier spécifique. Mais du coup tu vas avoir... en fait, c'est-à-dire que... Ouais, c'est ça, en gros... en fait, les différents alphabets d'Europe, ils paraissent très différents, mais en réalité, ils viennent de la même source. Ils ont une logique qui est assez similaire, des caractères qui sont très proches, ce qui fait qu'on a beaucoup de systèmes d'écriture, beaucoup de transcriptions où il y a du croisement, quoi, il y a du mélange. C'est absolument pas rare. Hein. Quand on note du gothique, par exemple, on le fait. Quand on note du vieil anglais, on utilise des runes germaniques, on utilise au moins deux. On utilise le win et le thorn, qui maintenant est une lettre de l'alphabet latin d'ailleurs, qui était une rune germanique. À la base, ça s'appelait Thurissas, comme le nom de groupe, comme le groupe Thurissas, voilà. Qui est la tête de taureau, je crois. Je sais plus. Je sais plus ce que ça veut dire. Je dis peut-être des bêtises. Donc c'est pas rare. C'est pas rare. Il y a plusieurs langues dans le monde de toute façon qui utilisent des alphabets un peu mélangés, hein. Des façons spécifiques d'écrire. C'est un peu dépaysant. Les chiffres arabes en japonais souvent, mais c'est marginal. Ouais, on a plus une uniformisation mondiale d'utilisation des chiffres, quoi. Parce que les chiffres arabes, tels qu'on les définit et tels qu'on les utilise, et d'ailleurs j'en avais parlé dans ma vidéo sur l'arabe, je crois. En fait, c'est que la moitié des gens qui parlent arabe qui utilisent ces chiffres-là de manière courante. Les autres utilisent les chiffres arabes traditionnels, qui existent aussi. Aussi les lettres grecques entrées dans l'alphabet latin, genre le Y, ouais, le Y, le Z, tout ça c'est des lettres grecques dans l'alphabet latin. Hein. Il y a des langues où on utilise l'oméga. Tout simplement. On a utilisé d'autres lettres hein, aussi par le passé qui n'existent plus. Le F aussi, ouais, le F aussi, ouais. Qui existait en grec. Qui note aussi le son VE parfois. Riche en oméga 3. C'est malin, toi. Pas forcément ce que j'avais en tête, hein, évidemment. Bon, en tout cas, je peux vous dire que là, il va avoir en septembre beaucoup de contenu. Rendez le S long, ah mais de ouf. Il risque d'avoir pas mal de contenu, notamment du contenu vidéo. Évidemment, sur les alphabets, là, si les alphabets, etc., ça vous intéresse, sachez qu'il y a une vidéo qui va arriver là-dessus. Une vidéo avec une vidéo un peu à l'ancienne, un peu marrante, avec un côté un peu patch, un peu comme la vidéo sur les prénoms. Il va avoir la dernière vidéo de la série sur l'Asie, qui est la vidéo sur donc la suite de la vidéo sur l'écriture chinoise, qui normalement est la dernière de la série d'ailleurs, puisque ces vidéos elles sont financées par une boîte à Paris, je sais plus comment elle s'appelle.
J'en parlerai à la fin de la prochaine vidéo. J'en ai parlé dans le débrief de la vidéo sur la Chine, qui n'est pas encore sortie d'ailleurs. La miniature sur les prénoms me traumatise toujours. Qui sera du coup la vidéo sur comment l'écriture chinoise s'est diffusée dans l'Asie et comment elle a été adaptée en vietnamien, en coréen et en japonais. Les alphabets, c'est sur les vrais alphabets, on peut voir quelque chose comme l'alphabet elfique. Non, en fait, c'est même très spécifiquement... En fait, l'axe de la vidéo. Et préparez-vous, comme ça, vous serez peut-être bon au quiz. L'axe de la vidéo, c'est le suivant, c'est... En gros... On nous apprend l'alphabet à l'école. Et A, E, I, O, U, des voyelles, A, B, C, D, blablabla. Et on a l'impression que du coup, cet alphabet-là, il est optimal. Il fonctionne plutôt bien, et tel qu'on a appris à l'école, c'est tel qu'il existe. Sauf que non. Puisque, et ça recoupe un peu ce que j'ai dit juste avant, quand vous utilisez en français l'alphabet tel qu'on vous l'a appris, vous utilisez en réalité la façon française d'utiliser cet alphabet. Puisque tel qu'il est enseigné ailleurs, et tel qu'il est utilisé dans d'autres langues, en fait, bah, les lettres, elles n'ont pas la même valeur, elles ne sont pas prononcées de la même façon. Ce qui est une consonne chez nous est une voyelle parfois ailleurs. Vraiment, littéralement. Le W, par exemple, le W est considéré comme une consonne pour nous. Bah voilà, le W, c'est une voyelle en gallois.